Alors maintenant que nous avons jeté un coup d'œil à l'hypertension artérielle, nous allons jeter un coup d'œil à sa condition que nous pourrions dire antagoniste, soit l'hypotension artérielle. Donc le terme hypotension artérielle est un terme réservé aux situations où la tension artérielle d'un individu chute sous des valeurs de référence suffisantes habituellement pour entraîner des symptômes chez un individu. Donc ces symptômes peuvent être assez variés, peuvent partir d'étourdissement, de parfois certaines nausées, des obscurcissements au niveau de la vision ou parfois même des syncopes. Alors, les individus chez qui on peut observer de l'hypotension artérielle sont assez variés en termes étiologiques. Donc, n'importe quel individu qui souffre d'une maladie quelconque peut souffrir d'un certain degré d'hypotension artérielle. Et dans les gens qui sont atteints de malnutrition pour diverses raisons, comme par exemple suite à une gastroentérite, sont particulièrement susceptibles de souffrir de ce trouble en raison justement de la déshydratation associée souvent à cet état de malnutrition. Mentionnons tout de même une condition très importante, soit l'alitement prolongé. Donc, parfois, l'alitement prolongé suite à diverses chirurgies peut être suffisant pour engendrer un certain niveau d'hypotension artérielle, surtout au lever, condition qui s'appelle hypotension orthostatique, que nous allons rediscuter très bientôt. Donc, comme je l'ai mentionné, la déshydratation, l'intoxication aiguë à certaines substances, comme par exemple l'alcool, qui justement pourrait engendrer un certain niveau de déshydratation. Évidemment, les bêta-bloquants, de par leur effet relaxant sur la fonction du myocarde. N'importe quel individu qui souffre d'un des états de choc que nous avons brièvement mentionnés dans un cours précédent et que nous continuerons de décrire dans d'autres cours. Les individus qui souffriraient de certaines maladies infectieuses, surtout si cette maladie est avancée de façon importante et qu'elle donne par exemple un état de choc septique. Les individus qui ont subi une dialyse pour divers problèmes au niveau rénal, et n'importe quel individu, comme nous avons mentionné, post-opératoire, donc principalement associé à l'alitement, donc à l'effet néfaste de l'aliment prolongé associé justement à cette opération. Donc, évidemment, l'opération n'a pas nécessairement besoin d'avoir été réalisée au niveau du cœur ou au niveau du système vasculaire pour engendrer une atteinte de ce même système. Et probablement trois des plus importantes conditions qui risquent d'apporter l'hypotension artérielle pour le paramédic seront, dans un premier temps, l'infarctus du myocarde, dans un deuxième temps, le choc anaphylactique, et dans un troisième temps, l'hémorragie importante que nous pouvons attribuer au choc hypovolémique. Alors, nous allons maintenant décrire deux ou trois conditions associées à de l'hypotension. Donc, la première condition est l'hypotension orthostatique. Donc, par définition, l'hypotension orthostatique fait référence à un trouble de régulation de la tension artérielle, principalement au passage de la position couchée à la position debout. Alors, habituellement, quand la personne change de position relativement rapidement, certains symptômes vont apparaître, comme une impression de vertige, un certain obscurcissement de la vision. Dans les pires cas, ceci pourrait engendrer une syncope. Par contre, il est important de retenir que cette manifestation clinique n'est pas essentielle pour diagnostiquer le trouble. Donc, plusieurs personnes vont souffrir d'hypotension orthostatique sans nécessairement présenter une syncope. Donc, comme je mentionnais, ce trouble est probablement associé à une mauvaise gestion en fait des processus de régulation de la tension artérielle, processus qui habituellement exige un bon fonctionnement du tronc cérébral, un bon fonctionnement des barorécepteurs et une intégration correcte de tous ces processus via le système nerveux. Notons que l'hypotension orthostatique est aussi souvent considérée comme un effet secondaire d'un traitement par antihypertenseurs, comme nous l'avons mentionné précédemment. Donc les bêta-bloquants pourraient être à la source de ce trouble, et certaines autres problématiques de santé, comme par exemple le diabète, même si ce n'est pas mentionné sur cette diapo, le vieillissement. Le vieillissement est souvent associé à l'hypotension orthostatique, et n'importe quelle condition dégénérative qui forcerait encore une fois l'alitement prolongé. Donc, comme nous l'avons mentionné, quelqu'un qui serait cloué au lit pour une période prolongée, voire même une période permanente en raison, par exemple, d'une maladie neurologique, est plus à risque de souffrir d'hypotension orthostatique. Alors, pour traiter ce trouble d'hypotension, bien évidemment, si le trouble est associé à une médication, le traitement est relativement simple. Il s'agit de corriger le dosage de la médication. Si c'est associé à une pathologie, si possible, nous allons tenter de corriger cette pathologie. Et si c'est associé à un aliment prolongé, par exemple comme dans un contexte d'une chirurgie orthopédique et que le patient peut maintenant se relever et qui peut devenir mobile, parfois nous allons procéder à une verticalisation graduelle à l'aide d'une table de verticalisation. Alors voici de quoi peut avoir l'air une table de verticalisation. Donc le patient est habituellement couché sur cette table, donc sa tête se situe ici, ses pieds se situent ici. Le patient peut se tenir sur ses poignets et la table est complètement finalement
à l'horizontale. Et au fur et à mesure, lentement, en fait, la table va lever pour s'en aller justement vers la position verticale. Donc, habituellement, le traitement indique de coucher le patient et de lever la table jusqu'au moment où le patient commence à ressentir des symptômes et à demeurer quelques secondes jusqu'à ce niveau, jusqu'à cette angulation qui donne des symptômes. Et habituellement, les symptômes disparaissent après quelques secondes. Et à ce moment, nous pouvons remonter encore plus la table, donc verticaliser davantage le patient. Encore une fois, jusqu'à l'apparition de symptômes. Et c'est encore la même logique qui s'applique. Donc, nous attendons que les symptômes disparaissent. Et pour ensuite continuer la verticalisation. Bon, évidemment, ce traitement ne sera pas complètement nécessairement un rendez-vous. Parfois, ça peut prendre plusieurs sessions de traitement pour passer d'une position horizontale complète à une position verticale complète, mais cette verticalisation, ou plutôt cet outil demeure tout de même intéressant pour traiter ces troubles. Lorsqu'il est question d'hypotension, il est important de mentionner que ce paramètre, donc une tension artérielle très basse, dans le contexte de la traumatologie, est très important, dans le sens où plusieurs conditions au niveau traumatique, que ce soit des hémorragies, que ce soit des atteintes, par exemple un individu qui se serait fait piquer par une guêpe et qui présenterait un choc anaphylactique. Donc, dans plusieurs de ces conditions, souvent, les réactions physiologiques du corps se feront en deux temps. Dans un premier temps, une augmentation temporaire de la tension artérielle qui se trouve être un peu un état de compensation que le corps finalement essaie d'engendrer pour ne pas apporter trop de troubles au niveau organique, donc état qui s'appelle état de compensation. Et secondairement, lorsque ces mécanismes de compensation s'avèrent insuffisants, la tension artérielle devrait diminuer de façon très importante, voire de façon létale, suite justement à l'échec des mécanismes de compensation. Donc, ceci s'appelle l'état de décompensation, donc, ou état décompensé. Donc, dans le contexte d'une hémorragie, comme je viens de le mentionner, la tension artérielle ne devrait pas chuter instantanément. Habituellement, au début, la tension ne chute pas justement parce que le corps est en état compensé, le corps compense l'état de perte de sang, et secondairement, le patient présente un état de décompensation. Donc, il faut retenir que si vous avez un patient qui a subi une hémorragie et que sa tension artérielle s'avère être basse, il faut bien prendre conscience qu'il a probablement progressé finalement dans sa pathologie, qui était probablement déjà en tension artérielle normale au début, et que maintenant par la suite, il est décompensé, donc son niveau de gravité vient d'augmenter. Maintenant, juste jeter un bref coup d'œil à la syncope vasovagale. Donc, le terme syncope vasovagale fait référence à une perte de conscience brève et réversible, associée à une décharge exagérée, réflexe, provenant du nerf vague. Donc, comme il fut déjà mentionné, le nerf vague se rend au niveau du nœud sinusal dans le cœur et son action est principalement une action bradycarde. Donc, si le nerf vague se met à décharger de façon excessive auprès du nœud sinusal, la fréquence cardiaque peut ralentir à un point tel que la vascularisation de l'encéphale s'en trouve compromise. Et le patient va carrément présenter des étourdissements et finalement une syncope associée justement à cette hypovascularisation cérébrale temporaire. Donc, les sources qui peuvent apporter des syncopes vasovagales sont les stress intenses, souvent associés à une douleur intense, peu importe l'origine. La peur, une chaleur trop importante, donc une personne qui a trop chaud de façon prolongée. Un patient qui serait en station debout prolongée sans bouger de façon suffisante, de par l'effet néfaste sur le retour veineux associé à ce fait. La déshydratation également pourrait être une source finalement de cette syncope vasovagale. Et ce qui est important de noter par rapport à cette condition, c'est qu'évidemment, habituellement, la syncope n'est pas très grave de par la source, mais évidemment, il faut s'assurer que c'est bel et bien une syncope vasovagale. Bon, évidemment, il y a certaines sources uniques qui peuvent causer des syncopes vasovagales, mais il peut également avoir évidemment une situation combinée de ces sources. Donc, si nous prenons des personnes qui sont immobilisées pendant un certain temps, immobilisées debout, qui ont chaud, qui sont habillés de façon excessive, qui visualisent une image choquante ou perturbante pour eux, ceci pourrait engendrer une syncope vasovagale. Alors, le synonyme de cette situation combinée se trouve à être une visite au laboratoire de l'Université Laval. Alors, évidemment, il s'agit d'une blague. Si une personne d'entre vous avait subi une syncope vasovagale lors de notre visite au laboratoire, ceci aurait été évidemment très peu grave, mais très, très normal, étant donné justement la combinaison des diverses
facteurs de risque qui apportent ce type de syncope. Mais bon, comme vous l'avez tous constaté, personne n'a eu de malaise. Alors, bravo à tous pour ne pas avoir subi de malaise lors de la visite. Alors, sur cette figure, nous voyons un peu les concepts qui avaient été déjà mentionnés en anatomie. Justement, l'aspect, la vascularisation, ou plutôt l'innervation provenant du nerf vague qui se rend, comme je mentionnais, jusqu'au niveau du nœud sinusal. En fait, du nœud sinusal ici et du nœud auriculo-ventriculaire ici. Donc, la fonction du parasympathique est de ralentir le cœur. Alors, dans le contexte de la syncope vasovagale, c'est une activité excessive au niveau de cette structure qui se trouve être enregistrée. Évidemment, les conséquences à long terme de la syncope vasovagale sont très faibles ou sinon inexistantes. Le principal risque est probablement associé à la chute qui accompagne cette syncope. Donc, si l'individu se frappe la tête sur un objet lors de la chute ou carrément sur le sol, bien évidemment, nous ne pouvons exclure le traumatisme crânien et dans peut-être certains cas extrêmes, la fracture du crâne qui, elle, pourrait avoir de graves conséquences. Mais évidemment, si la chute de l'individu peut être guidée par une tierce personne, habituellement, ces conséquences sont relativement minimes. Le traitement est relativement simple lorsque c'est vraiment une syncope vasovagale. Habituellement, il est seulement recommandé d'élever les jambes, les membres inférieurs du patient pour justement aider au retour veineux et redonner une vascularisation correcte au niveau de l'encéphale, ce qui habituellement est suffisant pour redonner l'état de conscience en quelques secondes. Et il est tout de même assez indiqué d'investiguer au niveau médical toute situation de syncope vasovagale, parce que, évidemment, une syncope est une situation anormale. Une altération de l'état de conscience ne devrait pas se produire en situation normale. Et il serait bon de savoir si c'est réellement un stress intense qui a apporté la syncope ou si, par exemple, le patient a ressenti un serrement au niveau de son thorax avant cette syncope, ce qui, évidemment, pointerait vers une condition plus grave, comme par exemple l'infarctus du myocarde. Donc, il s'avère tout de même indiqué de faire une certaine investigation médicale suite à une syncope, de par notre incapacité, disons, à déterminer avec certitude que le nerf vague est bel et bien à l'origine de l'altération de l'état de conscience qui fut observée lors de la dite syncope. Alors, ceci met fin à cette vidéo courte.